Dans la vie de tous les jours, nous ne voyons pas la lumière directement, nous ne la voyons en tout cas pas comme un phénomène brut qui se déplacerait dans l'espace. J'ai quand même posé une question naïve. À quelle vitesse va la lumière ? Alors cette question est naïve, elle est en plus un peu stupide puisque la réponse est évidente. La lumière, par définition, va à la vitesse de la lumière. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que derrière ce truisme se cache une histoire passionnante et puis des choses assez subtiles. Au XVIIe siècle, Isaac Newton considère que la lumière est une mitraille de corpuscules qui se propagent dans l'espace. Mais au XIXe siècle, à la suite d'expériences menées en Angleterre par Thomas Young et en France par Augustin Fresnel, se développe l'idée que la lumière serait non pas un phénomène corpusculaire, mais un phénomène ondulatoire. La lumière serait une vibration. Pourquoi ? Parce qu'elle est capable de produire ce qu'on appelle des interférences, un peu comme le font les ronds dans l'eau quand ils se croisent. Cette idée va se trouver renforcée dans les années 1860, après qu'un physicien écossais qui s'appelle Maxwell va proposer une théorie de l'électromagnétisme qui laisse voir qu'en effet, la lumière est bien un phénomène ondulatoire, constitué d'ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Mais pour un physicien du XIXe siècle, qui dit onde, dit milieu qui supporte cette onde, qui permet sa propagation dans l'espace. Songez par exemple aux vagues qu'on voit au bord de la mer. Eh bien ces vagues sont le résultat d'une vibration de l'eau, ou plutôt de la surface de l'eau, qui permet la propagation des vagues. Eh bien les physiciens se disaient, il doit exister dans l'espace, dans tous ces recoins, un milieu particulier qui permet la propagation de la lumière. Ce milieu, ils l'ont tout simplement appelé l'éther luminifère. Luminifère, ça veut dire qui porte la lumière. Et se sont posé la question de savoir de quoi est constitué cet éther. Est-ce qu'il est fait de petits ressorts, par exemple? Et puis, quelles sont ses propriétés physiques? Est-ce qu'il a une masse? Est-ce qu'il est élastique? Est-ce qu'il a une viscosité? Est-ce qu'il est visible? Après quelques hésitations, ils ont fini par conclure que l'éther ne ressemble à aucun matériau connu. Il n'est pas pesant, il n'est pas élastique, il est invisible, il n'a pas de viscosité. Par contre, il a une propriété fondamentale, celle d'être absolument immobile. Or, cette propriété venait contredire l'un des principes fondamentaux de l'autre branche de la physique de l'époque, qui s'appelle la mécanique. La mécanique, c'est la dynamique des corps matériels dans l'espace. Un des principes de la mécanique est ce qu'on appelle le principe de relativité. Il a été énoncé par Galilée au XVIIe siècle sous la forme suivante. Le mouvement est comme rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en mouvement, si le mouvement est rectiligne et en ligne droite à vitesse constante, uniforme, alors tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. Par exemple, si je suis en train de faire du vélo à vitesse constante, je sors de ma poche un stylo et je le laisse tomber. Vu depuis mon référentiel, vu depuis mon point de vue, si j'ose dire, je vais le voir tomber verticalement. Exactement de la même façon que si mon vélo était à l'arrêt. Autrement dit, que je sois en mouvement ou non, ne change pas les phénomènes physiques auxquels j'assiste, ni les lois qui les gouvernent. Et on voit bien que ce principe de relativité a une implication qui est que il ne doit exister aucun référentiel dont on puisse dire qu'il soit immobile dans l'absolu. Pourquoi? Parce que le principe de relativité nous dit que tous les référentiels, en fait, sont équivalents. Il y a une sorte de démocratie des référentiels. Et donc, s'il existait un référentiel particulier dont je puisse dire qu'il est absolument immobile, en fait, il serait mobile par rapport à d'autres référentiels en mouvement qui auraient le même statut que lui. Donc, il ne serait pas absolument immobile. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement une contradiction entre le statut de l'éther qui est absolument immobile, et le principe de relativité qui dit que rien n'est absolument immobile. Comment résoudre cette contradiction? Beaucoup de physiciens réinterrogent les principes de la mécanique, en contestent certains, mais un jeune homme qui s'appelle Albert Einstein envisage de regarder les choses autrement. En août 1899, alors qu'il a 20 ans, il écrit depuis son lieu de vacances une lettre à Mileva Maric, celle qui deviendra sa femme et qui est étudiante à l'Institut Polytechnique de Zurich. Et dans cette lettre, il lui écrit ceci. « Je crois que les forces électriques ne peuvent être définies correctement que dans un espace vide.
Vide, ça veut dire sans éther. Donc dès cette époque, Einstein considère que l'existence de l'éther, considérée comme certaine par tous les physiciens, est en réalité problématique. En fait, Einstein réfléchit à la lumière depuis plusieurs années. Alors qu'il est encore adolescent, il a 15 ans, en 1895, il vit près de Milan, en Italie, avec ses parents. Il est déscolarisé. Il a quitté l'Allemagne pour fuir le lycée de Munich, où la discipline était, selon lui, trop militaire. Et il se pose des questions, et ces questions, il va les rassembler dans un petit texte de 5 pages qu'il envoie à son oncle maternel, qui s'appelle César Koch, et qui vit à l'époque à Stuttgart, en Allemagne. Et ce petit mémoire s'intitule « Sur l'état présent des recherches à propos de l'éther dans les champs magnétiques ». Et dans ce petit texte, Einstein pose des questions d'apparence très naïve, des questions d'enfant, qu'il va résoudre avec un cerveau d'adulte. Parmi ces questions se trouve celle-ci. Que se passerait-il si de la lumière émettait de la lumière? Est-ce que la lumière émise pourrait aller plus vite que la lumière? Alors on peut raisonner et se dire que finalement tout doit se passer avec la lumière comme on voit que ça se passe dans la vie courante. Par exemple, si je marche sur un tapis roulant, ma vitesse par rapport au sol immobile, c'est ma vitesse par rapport au tapis roulant, la vitesse de ma marche, plus la vitesse du tapis roulant par rapport au sol. J'ajoute la vitesse. Faisons la même chose avec la lumière. Quelle serait la vitesse de la lumière émise? Eh bien, c'est la vitesse de la lumière qui est la source, plus la vitesse de la lumière. Ça fait 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise est à son tour capable d'émettre de la lumière, eh bien la lumière émise par la lumière émise deviendra 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4 fois, 5 fois, 6 fois. Bref, avec ce mécanisme, on pourrait fabriquer un escalier cinématique vers l'infini. Conclusion, si la lumière est capable d'émettre de la lumière, il devrait exister de la lumière de vitesse infinie. 1 an plus tard, Einstein a évidemment 16 ans, il est scolarisé à nouveau, mais cette fois en Suisse, dans une petite ville qui s'appelle Aarau. Et là, il va continuer à se poser des questions sur la lumière, notamment celle-ci, qui met en scène son propre corps. Qu'est-ce que mon corps percevrait s'il était à cheval sur un rayon lumineux? La lumière est faite d'ondes électromagnétiques, nous l'avons dit, et donc être à cheval sur un rayon lumineux, c'est être à cheval sur une onde électromagnétique. C'est donc être dans la même situation qu'un surfeur qui fait du surf au bord de la mer. Il est sur la crête d'une vague, la vague qui est devant lui va à la même vitesse que lui, donc par rapport à lui, à une vitesse nulle. La vague qui est derrière lui va à la même vitesse que lui, donc par rapport à lui, elle a elle aussi une vitesse nulle. Autrement dit, quand je fais du surf, les vagues qui m'entourent forment un système d'ondes stationnaires, d'ondes immobiles. Donc, de la même façon, si je suis à cheval sur une onde électromagnétique, je vais voir une onde électromagnétique immobile par rapport à moi, je vais voir de la lumière immobile. Or, les équations de Maxwell, qui décrivent la propagation de la lumière, disent qu'il n'existe pas de lumière immobile. La lumière est toujours en mouvement. Et donc Einstein se dit, soit les équations qui disent que la lumière est toujours en mouvement sont fausses, soit l'expérience que j'ai imaginée est une expérience impossible. En fait, en 1905, Einstein, qui est ingénieur à Berne, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, Einstein va publier au mois de juin un article assez court dans lequel il va résoudre le problème de la contradiction du statut de l'éther et va répondre aux questions qu'il se posait dans son adolescence. L'éther pose des problèmes. Einstein dit, si l'éther nous pose des problèmes, il n'y a qu'à dire qu'il n'existe pas, et les problèmes qu'il nous pose vont disparaître. Et donc il proclame la mort de l'éther. L'espace ne contient pas d'éther, il est vide. Ce qui veut dire que la lumière est un phénomène physique autonome, et non plus la vibration d'un milieu particulier. La lumière existe de par elle-même, elle se propage dans le vide à la vitesse de la lumière. Et cette vitesse de la lumière est un absolu, c'est-à-dire qu'elle est la même dans tous les référentiels. Elle ne dépend pas de la vitesse de la source qui l'émet, et elle ne dépend pas non plus de la vitesse de l'observateur qui la mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, quelle sera la vitesse de la lumière émise? Réponse d'Einstein, la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Inutile de poser la question, parce qu'il est impossible d'être à cheval sur un rayon lumineux. Pourquoi? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière par rapport à n'importe quel observateur, quelle que soit sa vitesse dans l'espace. Et donc il est impossible de se mettre dans une situation
dans laquelle la lumière nous paraisse immobile. Et donc cette façon de supprimer l'éther et de considérer que la vitesse de la lumière est un absolu va obliger Einstein à repenser les relations entre l'espace et le temps, et ça sera le contenu de sa théorie, la théorie de la relativité restreinte. Pour bien comprendre cette théorie, il faut raisonner non pas dans l'espace et dans le temps, mais dans ce qu'on appelle l'espace-temps. On met un tiret entre l'espace et le temps, parce que ce qui est de l'espace dans un certain référentiel peut être considéré comme du temps dans un autre. Et donc le bon cadre, c'est l'espace-temps. Or, que nous dit la théorie de la relativité restreinte? Finalement que tout va toujours à la vitesse de la lumière tout le temps. Ça veut dire que moi qui vous parle, je vais à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. À chaque seconde, dans l'espace-temps, je parcours 300 000 km. Autrement dit, la monnaie d'échange entre le temps et l'espace, c'est la vitesse de la lumière. Une seconde égale à 300 000 km. Je vais donc vers le futur à la vitesse de la lumière. Mais quelqu'un qui se déplacerait dans l'espace par rapport à moi, avec une très grande vitesse, irait toujours à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Simplement, le fait qu'il soit en déplacement par rapport à moi dans l'espace diminuerait la vitesse avec laquelle il va vers le futur. Autrement dit, se déplacer dans l'espace, c'est ralentir la vitesse à laquelle on va vers le futur. Je vous laisse réfléchir là-dessus.